Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Regard croisé. Nous évoquons la RDC où Tshisekedi s'en est pris à l'Église catholique. Alors j'ai envie de poser cette question avant de quitter le sujet, Vivien Thomy, c'est de savoir si à l'approche de la fin de mandat de Tshisekedi, il est en train de trouver des boucs émissaires pour pouvoir faire son bilan. Un bilan qui n'est pas aujourd'hui, quand on sait les tensions, la crispation aujourd'hui, on peut dire que c'est un bilan qui n'est pas aussi enviable. Vous savez, le problème de notre continent africain, c'est qu'on n'a pas eu la chance d'essayer beaucoup de présidents. Tellement qu'on pense que ceux qui sont au pouvoir constituent le diable et ceux qui sont des opposants sont des saints. Jusqu'au jour où ceux qui sont des opposants viennent au pouvoir et on constate que c'est la maison même présidentielle qui constitue la résidence du diable, puisque finalement on est déçu, que ce soit par Abdoulaye Wade au Sénégal, par Alpha Condé en Guinée. Je ne veux même pas revenir sur le cas du Mali. Maintenant, Tshisekedi, déjà, ce nom Tshisekedi, ça dit beaucoup de choses aux Africains. Avec Étienne, qui a passé combien de temps dans l'opposition, et son fils qui n'était pas trop loin de lui dans les affaires, dans la conduite des affaires du parti, et dans la lutte pour la démocratie ou l'avancement de la démocratie au Congo. Alors, quand on vient au pouvoir, on se rend compte qu'en réalité, ce que dénonçait le prédécesseur, c'était une réalité, puisque l'Église catholique, surtout en Afrique centrale, a joué un rôle important dans la politique. Quand vous prenez même des pays, il y a certains pays où les présidents ont en horreur les évêques. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire d'Idi Amin Dada, qui était quand même un farouche opposant à l'Église catholique, parce que pour lui, l'Église, c'était une sorte de barrière qui lui bloquait la route quand il s'agissait de commettre les forfaits, qui dénonçait sans avoir peur, parce que les évêques disent, les hommes de Dieu disent, nous n'avons rien à perdre, nous devons dire la vérité, quoi que cela nous coûte. On a vu aussi le dérapage qu'il y a eu au Congo avec les appels de l'Église catholique à manifester. Une Église n'appelle pas à une marche politique. Une Église demande d'abord une prière. Une Église peut faire la médiation entre les protagonistes, négocier pour qu'il n'y ait pas de conflit, mais aussi, et ça c'est dans le rôle de l'Église, prévenir ce qui peut avoir comme conflit. Donc sortir un communiqué, memento, pour dénoncer certaines pratiques qui risquent de mettre le pays à genoux. Et en cela, Tshisekedi doit laisser libre cours à l'Église. Mais je le précise encore, Tshisekedi dit il faut que l'Église reste à sa place, l'Église ne doit pas exagérer. Et il ajoute je n'ai pas peur des menaces de l'Église. Est-ce que quand il dit ça, est-ce que ce n'est pas ne pas connaître l'histoire de la RDC? Il dit ça comme si aujourd'hui on peut mais justement, demain balayer l'Église catholique. Justement, quand on se connaît le poids de l'Église catholique en RDC. Dans l'histoire, on a vu la place de l'Église, parce que ce terme est consacré, la place de l'Église dans la vie politique française. Mais à un moment, il a fallu que les acteurs politiques de la France et les citoyens disent, mais écoutez, l'Église a sa place et puis la politique aussi a sa place. Maintenant, en Afrique, après, d'abord, l'Église a joué un rôle important dans la colonisation de l'Afrique. Vous vous souvenez sans doute de nos cours sur les bancs. On nous disait christianiser, civiliser et puis coloniser, puisque c'était les hommes d'église qui étaient envoyés premièrement pour dire si on tire sur vous, ne réagissez pas. Quand on te gifle, tu donnes la deuxième jour, on te gifle. Quand on ramasse tes biens, ne dis rien. Envoie tes objets d'art et de culture, car ça ressemble à l'adoration du diable. Et par contre, ces objets d'art et culture se retrouvent dans les musées en Europe et aujourd'hui, on est en train de les réclamer. L'Église a joué un mauvais rôle dans la colonisation des pays africains. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Mais maintenant, après, l'Église a voulu se racheter en critiquant, en dénonçant
après avoir oublié de dénoncer ce que les Blancs ou les colons faisaient de mal, l'Église dénonce aujourd'hui tout ce que ceux qui sont au pouvoir font de mal pour le pays. Et l'Église va plus loin en faisant une sorte de prévision, ils attirent l'attention des dirigeants sur tel ou tel fait. Que ce soit au Congo démocratique, au Congo Brazza ou au Togo même, l'Église catholique reste droite dans ses bottes. L'Église dit, nous ne voulons pas que ce pays sombre, nous ne voulons plus de conflits, faisons attention. Au Togo, par exemple, l'Église catholique, par la voix des évêques, a attiré l'attention de tous les acteurs politiques sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour que le processus électoral se déroule dans de très bonnes conditions, pour qu'il n'y ait pas de frustrés et pour éviter donc les conflits. Donc l'Église est dans son rôle, mais le président aussi, qui veut nécessairement être réélu, est aussi dans son droit de critiquer l'Église. Mais l'Église qui t'a aidé, si aujourd'hui tu commences par critiquer, il faut savoir les mots que tu dois utiliser. Donc, ok. Alors, on va mettre un terme à ce sujet avec votre intervention. Vivien, et parler également maintenant du Bénin, où le pays veut interdire dès décembre 2024 l'importation des poulets congelés et des œufs pour simuler l'offre en produits avicoles et préserver la santé des Béninois. Alors la décision est louable bien sûr, mais la question que beaucoup se posent, c'est de savoir si ils ont quoi, une année et demie pour pouvoir mettre en place cela. C'est de savoir si la politique qui va accompagner cela sera appropriée à temps pour pouvoir éviter une rupture qui pourrait également causer une flambée des prix ou encore des ruptures sur le marché. Je pense que le Bénin a commencé par aller dans ce sens il y a longtemps. C'est depuis la gouvernance de Boni Yayi que cette loi a été en étude. Et après, le gouvernement de Patrice Talon l'a mis en exécution. Donc c'est pour deux ou trois choses. La première, c'est protéger la santé des consommateurs. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les yeux dans comment les gros industriels, les industriels agro-pastoraux, comment les produits qu'ils utilisent dans l'élevage des poulets et tout, ils n'ont pas l'occasion, ou ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas l'opportunité d'aller contrôler, d'aller savoir quels sont les produits qui rentrent dans l'élevage de ces poulets. Mais est-ce que ce n'est pas un faux débat ? Ce n'est pas un faux débat. Parce que, les produits qui arrivent à la frontière, je pense qu'ils ont les services compétents pour pouvoir contrôler. Il y en a d'autres qui font entrer ces produits frauduleusement. Oui, mais... Et puis, la deuxième raison, c'est protéger ceux qui, au Bénin, alors, sont dans la production de ces volailles-là. Non, mais ça, c'est et clair. Ensuite, ils voudraient aussi avoir une production de poulet bicyclette, c'est-à-dire du poulet propre. Produit localement et propre à la consommation des Béninois pour préserver leur santé. Et puis n'oubliez pas que c'est l'importation de ces produits congelés, là, de poulet congelé et d'œufs de table, qui aussi parfois est en transit du Bénin pour le Nigeria, ce qui engendre beaucoup de problèmes pour alors ces exportateurs-là, dont Sébastien Ajavon fut un cas épatant la fois dernière. Le Nigeria même a déjà... Et c'est ça aussi qui amène des problèmes entre le Bénin et le Nigeria, parce que le Nigeria aussi est contre alors le transit de ces produits-là sur son territoire, oui, protégeant ainsi alors les citoyens nigérians et aussi les producteurs agro-pastoraux du Nigeria. Donc moi j'ai dit, ce n'est qu'une bonne chose. L'Afrique à la croisée des chemins où tous les pays doivent penser à produire localement. Parce que vous dites, même s'ils ont l'occasion de faire venir les produits d'un autre pays, peut-être des pays les plus industrialisés que nous, le jour où les gens là auront des problèmes, ils vont vivre de quoi? Alors mieux vaudrait alors encourager la production locale que de toujours vivre alors au profit des autres. Ça fait un. Deux, comme le Bénin veut normaliser ses relations actuellement sur le plan commercial avec le Nigeria, je crois que tout ce qui entre dans la contrebande, le Bénin doit lutter contre ça, ne serait-ce que pour favoriser alors son entente avec le gouvernement Tinubu, pour alors permettre à la production locale
d'être à un niveau élevé et pourquoi pas permettre à ce que ces mêmes producteurs puissent faire des exportations vers le Nigeria, un gros consommateur, que de vouloir toujours faire venir de ces produits d'ailleurs et qui rentrent dans la contrebande et qui causent des problèmes entre le Bénin et le Nigeria. Et vous pensez donc qu'ils seront prêts? Ah mais d'ici 2024, je crois que la politique, tout ce qu'il faut pour encourager et accompagner les producteurs locaux sera mis en place pour que ça soit effectif. Alors, on parle ici d'industrialisation, on parle de subventions, on parle de l'explosion de l'aviculture, on parle de nouvelles chaînes de valeur qui vont être créées. Mais tout ça, ça a un prix. Oui, ça a un prix parce que si ces produits congelés-là viennent en Afrique en abondance, c'est parce qu'ailleurs, ils sont subventionnés. Donc, je crois que l'État béninois doit savoir qu'il a du pain sur la planche. Il a du pain sur la planche, ça veut dire qu'il doit faire sortir énormément de sous. Parce que quand c'est aussi commercialisé chez nous ici en Afrique, parce que le prix est relativement bas. Le prix est relativement bas et pour les importateurs, c'est un business juteux. Parce que les chiffres ont montré que sur 1 tonne de produits congelés, vous pouvez gagner jusqu'à 7 millions de francs CFA. Ouais. Donc ça veut dire que c'est vraiment impactant et pour lequel les gens se battent. Donc, vous l'avez dit, c'est également un problème de santé publique, c'est ce que dit le gouvernement. Les études ont également montré que 83% de ces produits-là, congelés ou surcongelés, sont impropres à la consommation. Et également au Bénin, c'est également prouvé qu'il y a un lien intrinsèque entre l'augmentation ou bien la recrudescence des cas de cancer et l'importation grandissante en fait des poulets congelés. Donc je crois que la décision en soi, elle est salutaire parce qu'on veut, comme vous le dites, promouvoir la filière avicole locale et encourager ce qu'on appelle la promotion, la consommation des produits locaux. Mais quand vous voyez derrière, je pense que pour En fait, tant vous voyez derrière, je pense que c'est une décision habile. Hein. C'est une décision habile du gouvernement béninois. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe tout à l'heure, je crois que monsieur à côté l'a effleuré. Tout à l'heure, ça dit que c'est une façon de raffermir les relations commerciales avec le Nigeria. Et quand n'importe qui s'est lié entre les lignes, va vous dire que ça a déjà commencé parce qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle carburant fleuraté. Les boudets ils sont en rupture de stock alors que ces boudets-là viennent immédiatement du Nigeria. Donc c'est une façon pour ces deux pays-là de se coaliser en fait pour mettre fin à la contrebande. Et donc le Nigeria a commencé, donc le Bénin aussi doit faire sa part parce qu'on l'a dit tout à l'heure que ces produits-là quand ils sont déversés au Bénin, ça va au Nigeria et ça essaie de regagner toute l'Afrique. Donc, les deux présidents, à un moment donné, se sont retrouvés. Ça, ce que je dis, c'est officieux. Mais je pense, comme je l'ai dit, il va falloir qu'on aille au-delà des déclarations, au-delà de ce qui nous est dit. Donc, ils se sont retrouvés. Il va falloir que chacun essaie de remplir la part du contrat. Donc la part du contrat pour le président Patrice Talon, c'est justement d'interdire la commercialisation des produits congelés, même si le test a été rédigé depuis longtemps et qu'il a été qu'il est en étude. Donc je crois que, comme je le dis, pour tous les Africains que nous sommes, c'est une décision salutaire, ça je l'ai déjà dit, parce que ça va permettre en fait aux Béninois d'abord de consommer ce qu'ils ont, ce qu'ils produisent chez eux, parce que chez eux là-bas, ça dit que le problème en Afrique, c'est qu'on a tellement de potentialité en business, en agriculture, mais malheureusement, on ne l'exploite pas. Donc, quand vous produisez et que vous ne consommez pas, je ne pense pas que ça va encourager les gens. On a vu ici dans la sous-région un président qui a fait toute une tournée parce qu'il veut voir des agriculteurs millionnaires, milliardaires. Donc, je pense que si on se met dans cette logique-là, la décision de Patrice Talon est à saluer, mais encore faudrait-il qu'il doit savoir que ça a un coût à payer. Le coût à payer, c'est d'arriver aujourd'hui à subventionner conséquemment ce secteur-là pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Effectivement, je vais rebondir sur cette dernière phrase pour poser la question de savoir si vous pensez que cette industrialisation, cette subvention pourrait arriver à bout avant qu'on arrive à fin 2024, parce qu'il ne faut pas le cacher,
les Béninois pourront faire la promotion de ces produits locaux que s'ils arrivent à les payer. Et si le prix est relativement bas, ou encore si c'est un peu trop par rapport à ce qu'ils payaient avant, je pense que ça, ils vont pas pouvoir faire la promotion de cela et pouvoir aider en tout cas le gouvernement dans cette politique. Vous savez, gouverner, c'est prévoir, en réalité. Gouverner, c'est prévoir. Et cette phrase est importante pour tous ceux qui veulent diriger nos pays africains. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a ouvert les yeux à beaucoup de personnes, notamment les Africains, y compris les dirigeants. Aujourd'hui, en réalité, nous ne faisons que retourner vers nos anciennes habitudes. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, on ne mangeait pas les poulets importés parce qu'on ne connaissait même pas ça. Je me rappelle que quand j'étais enfant, il y avait ce qu'on appelait les corned beef, que nos parents n'aimaient d'ailleurs pas parce qu'ils disaient que les produits en boîte ne sont pas bons pour la consommation. Et donc c'est rarement que les jours de fête, les gens vont aller chercher du poulet chez les supermarchés ou tout ça là pour préparer, puisque chacun avait déjà son poulet à la maison ou si on n'en avait pas, on achetait chez le voisin. Et donc le phénomène des poulets importés, c'est un phénomène qui date il n'y a pas trop longtemps. Mais tout comme le problème des cuisses de dindon, hein, des fesses de dindon, comment on appelle ça? Oui. Oui, mais justement, c'est pas possible parce que chaque pays, et le Sénégal a commencé, le Togo, le Ghana, chaque pays interdit ça. Mais aujourd'hui, les Togolais, il y a des Togolaises qui continuent par... Pourquoi vous dites des Togolaises? Des Togolaises continuent par importer ces fesses de dindon. Non, c'est un exemple que je donne, des Togolaises, parce qu'elles sont plus nombreuses dans ce commerce que les hommes. Et ça vient d'où? Du Ghana. Or, le Ghana avait interdit cela avant même le Togo. Le Sénégal avait commencé. Et donc, c'est très bon de dire on interdit l'importation de tels produits congelés, tout ça là. Mais la réalité sur le terrain, des fois, c'est que, un, il y a l'indisponibilité des produits au niveau local. Deux, il y a un groupe qui s'organise pour vendre cela et faire ce qu'on appelle du trafic. La contrebande. Oui, la contrebande. Et la plus grande difficulté des dirigeants, c'est de tout faire pour accompagner leurs décisions d'effets pratiques. Vous avez pris une décision et vous avez bien fait de donner une date pour l'application de la décision. Mais sur le terrain, moi, je veux bien qu'on me dise le Bénin vient de subventionner les aviculteurs à hauteur de telle somme avec l'atteinte de ces objectifs précis. Prenez un pays comme le Togo. Le Togo était l'un des plus grands producteurs en aviculture, des volailles, que ce soit les œufs, hein, comme les poulets de chair. Parce qu'on avait une société à Badja, dans la préfecture de l'Avé, qui s'appelait Satal, qui est une société de la Libye et du Togo, qui produisait du poulet pas trop moderne, mais pas trop traditionnel non plus. Aujourd'hui, il s'agit de faire une politique qui puisse permettre aux Béninois de pouvoir consommer les volailles à satiété et puis de pouvoir aussi exporter si possible. Et c'est en ce moment-là, quand on va me dire on interdit l'importation de ces poulets congelés et autres, et ça va être clair. Mais quand cette politique n'est pas encore très adéquate, quand on produit le minimum... Hein, c'est-à-dire, vous voulez la phase expérimentale pour pouvoir croire ça, ou bien vous attendez des chiffres? Non, je voudrais bien que cette décision, d'abord qui ne date pas du temps de Patrice Talon, parce que déjà au temps de Kérékou, pour cause de lutte contre la grippe aviaire, des mesures ont été prises pour qu'on d'abord diminue, pour qu'on interdise par la suite l'importation des poulets et autres dérivés venant des pays infectés par la maladie de la grippe aviaire. Cette décision, au temps de Yahi Boni, a été encore actualisée.
Et aujourd'hui, au temps de Patrice Talon, on revient sur la même décision pour dire, écoutez, il faut qu'on en arrive à un point où nous puissions consommer au niveau local ce que nous produisons et qu'on laisse les poulets et autres produits qui nous viennent des bateaux et dont on ne maîtrise pas, comme le disait Robert, on ne maîtrise même pas l'origine, on ne sait pas dans quelles conditions ces produits ont été conservés. Prenez la consommation au niveau local. Quand les sociétés ou les supermarchés ou les alimentations, comme on les appelle chez nous à Lomé, par exemple, ces alimentations-là, quand il y a délestage, imaginez la qualité des poulets qui sont conservés dans le réfrigérateur, parce que les réfrigérateurs sont éteints et après rallumés. Alors, pour les produits congelés, où on éteint le réfrigérateur, on rallume après, déjà on appelle ça des produits avariés parce que ce n'est plus propre à la consommation. Mais qu'est-ce que les gens peuvent faire? Parce qu'ils sont pauvres, ils ont envie de manger la viande au moins une fois dans la semaine, ils n'ont pas l'argent pour acheter le poulet en bonne et due forme. Quel est le prix du coq traditionnel aujourd'hui? Ça va vers les 10 000. Un coq coûte 10 000 francs CFA. Si vous trouvez un petit poulet, vous allez trouver ça à 2 500 ou 3 500. Alors qu'avec 1 500, vous avez 1 kilo de poulet avarié ou le poulet comment vous dites ça, de viande importée. Oui. Aujourd'hui, les dirigeants africains, au Bénin comme dans les autres pays, doivent prendre les mesures. Il ne faut pas qu'on annonce juste les décisions, mais il faut qu'on applique ces décisions en mettant en place les conditions pour permettre à la population. Il faut m'appeler les producteurs pour leur dire, écoutez, allez à la banque, prêtez de l'argent. Nous avons besoin que vous produisez au moins pour nourrir le Bénin, pourquoi pas l'UEMOA, dans le domaine des volailles. Et ça, c'est une bonne décision. C'est à encourager, mais il faut que sur le terrain, il y ait des mesures, comme on le dit souvent ici chez nous en Afrique de l'Ouest, des mesures d'accompagnement voilà, pour que cela soit une réalité. Et justement, mesures d'accompagnement au niveau sécuritaire aussi, parce que tout à l'heure vous parlez de préserver la santé, de protéger la santé des Béninois, mais rien ne garantit également que le Bénin va produire, ou encore ceux qui vont produire les poulets, vont pouvoir produire ou bien envoyer sur le marché de bons produits. Rien ne garantit cela. C'est pour ça qu'il y aura également, il devrait y avoir également tout ce qui se fait autour tout ce qui se fait autour de cette décision, je le crois très pédagogique, c'est-à-dire c'est ensemble avec les producteurs qu'on est en train de faire ce travail-là. Et je crois qu'il y a même des fonds qui sont déjà destinés à la promotion de production agro-pastorale au Bénin, comme il y a aussi un fonds pour la production agricole. Et donc, il y a des instruments qui sont en train d'être mis en place pour accompagner ceux qui sont déjà dans la filière et encourager d'autres, surtout les jeunes, à alors rentrer dans ce secteur qui, ma foi, doit être très, très, très productif, surtout que s'ils arrivent à l'étape exportation, ils ont un bon client à côté d'eux, qui est le Nigeria. Et donc, c'est d'ailleurs l'une des mesures pour lesquelles, l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement béninois a voulu mettre fin tout de suite à la contrebande, parce que c'est ça qui a amené l'incompréhension entre les deux pays frères au temps de Bouhari, et qui a fait que la frontière nigério-béninoise a été fermée pour 1 an avant qu'il y ait les reprises. Mais il y a eu alors un certain nombre de produits qui ont été totalement bannis au temps de Bouhari. Maintenant que Tinubu est venu, il a déclaré la fois dernière que le Bénin et le Nigeria sont 2 pays siamois, et donc ce qui ne se fait pas au Nigeria ne doit pas se faire au Bénin, comme l'a promis Patrice Talon, que tout ce qui est interdit au Nigeria sera interdit au Bénin. Alors, pour permettre à ce que les Béninois qui vont exceller dans la production agro-pastorale puissent exporter leurs produits après avoir nourri peut-être ceux du Bénin, alors il va falloir que les produits soient de bonne qualité. Et je crois que le personnel qui doit accompagner, les personnels techniques qui doivent accompagner les producteurs sont là. Et puis, on a vu de cette décision dans plusieurs pays. Ils sont en train d'organiser. Par exemple, on a interdit la production de sachets plastiques, où la production continue toujours. Mais vous dites ça, la production de sachets plastiques n'émane pas seulement du Bénin. Non, je ne parle pas du Bénin, mais je parle de l'Afrique en général. Nous parlons du Bénin. Le Bénin dit,
à partir de 2024, nous allons commencer par produire les poulets à une échelle un peu plus importante, c'est-à-dire à une échelle nationale. Ça voudrait dire que c'est un nouveau business, c'est un nouveau secteur d'activité rentable qui a ouvert peut-être devant la jeunesse, ouvert pour tous ceux qui ont à cœur de faire des élevages de poulets. Alors, produire des poulets made in Bénin, d'abord pour la consommation locale et pourquoi pas exporter au Nigeria. Et donc, moi j'ai dit, c'est une bonne opportunité, vivement que les moyens soient à disposition du gouvernement béninois pour accompagner tous les acteurs et surtout que peut-être les institutions bancaires aussi puissent alors se jeter dans ces affaires-là, ne serait-ce que pour trouver de quoi alors permettre à ces producteurs-là d'avoir les moyens nécessaires pour l'acquisition des matériels et de la matière première, je veux dire, les poulets. Les poussins plutôt. Louis, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais ce que je voulais ajouter, je pense que le combat, en fait, il est facile pour le gouvernement béninois s'il veut vraiment faire du sérieux. Parce que, il s'agit que l'ébauche a été jetée depuis. Et donc, Patrice Talon, il est dans la continuité. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et je crois que ça a été déjà fait ailleurs, c'est d'arriver à démanteler ou bien à décourager le réseau qui, justement, favorise l'importation des produits congelés au Bénin. Et donc, on croit et on sait que, naturellement, ça profite à 4 secteurs. D'abord, il y a les autorités administratives, parce qu'avant que le produit ne soit importé, il faut un papier administratif. Et souvent, on pointe du doigt le ministère du Commerce. C'est eux qui délivrent des papiers aux commerçants ou bien aux importateurs de faire venir les produits dans le pays. Et donc, quand c'est comme ça veut dire que par moment aussi, en Afrique, on sait comment ça se passe. Il y a des pots de vin, il y a des dessous de table qui se font. Donc, le ministre ou bien le ministère aussi a quelque chose à voir dans ça. Deuxièmement, les importateurs, même parce que tout à l'heure, j'évoquais... Peut-être il faut dire c'est Tézangia parce que officiellement... Le ministère ne peut pas accepter les pots de vin. Le deuxième secteur, ou bien le troisième. Le deuxième à qui profite, c'est justement les importateurs. Parce que j'ai dit, le business il est très juteux. Sur un tonne, vous avez jusqu'à 7 millions. On s'exprime en termes de millions. Ce n'est pas des miettes, en fait. Et donc, aussi, ça profite également aux consommateurs. Parce que ces produits-là, ils sont relativement bas comparés à ce que nous avons ici sur le plan local. Et donc, après tout, il y a également les expatriés. C'est eux qui font venir les produits. Donc, je crois que c'est tout un ensemble. Et quand le gouvernement, quand Patrice Talon veut faire du sérieux aujourd'hui, il doit d'abord mettre les moyens en œuvre pour décourager tous ces fausseurs-là. Donc, je crois qu'on l'a dit, c'est une décision courageuse et, entre guillemets, audacieuse aussi. Parce que ce ne sera pas facile. C'est un business après tout, c'est-à-dire que c'est un commerce pour certains. Depuis toujours, les gens ou bien les gens vivent de cela. Et donc, arrivant à un moment donné, on va leur lever le pain de la bouche. On va essayer de fermer leur robinet. Et donc, il va falloir penser à tout ça. C'est vrai que c'est une réforme et les réformes, généralement, ça fait du mal. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on aille avec. Oui, il y a les conséquences liées il y a les conséquences aujourd'hui. Donc, qui selon eux, ne devraient pas peser beaucoup dans la balance. Oui, parce qu'en réalité, on parle de santé. C'est une question de santé publique, en fait, la santé avant tout. Donc, l'argent ne doit pas passer avant la personne humaine, et je crois qu'ils l'ont compris. Et donc, quand c'est comme ça, il va falloir qu'ils mettent les moyens nécessaires à la disposition des producteurs, des agriculteurs, pour que, du jour au lendemain, on ne nous rabat pas dans les oreilles qu'il y a pénurie de poissons congelés. On retombe dans les vieilles habitudes. On va observer la pause pour le journal et revenir pour la troisième partie de Regard croisé.